La reine Isabelle de Castille ne s'est pas lavée pendant 8 mois exprès. Les dents noires d'Élisabeth hier puaient comme un cheval mort. Les reines médiévales vivaient avec des poux rampant sur leur visage, les appelant bénédiction divine. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Tu sais ce que c'est que ce sentiment quand tu sautes une douche pendant quelques jours et que tu te sens dégoûtant? La reine Isabeau de Castille ne s'est pas lavée pendant 8 mois exprès pour se montrer. Et ce n'était même pas elle la sale. Tu vois, nous avons cette image de la royauté médiévale. De belles robes, des cérémonies raffinées, des peintures où tout le monde a l'air de sentir la rose, mais ces peintures mentantes. Parce que la vérité est que le paysan médiéval moyen qui se lavait dans une rivière une fois par semaine était plus propre que la plupart des reines. Le serviteur qui récurait les sols avait une meilleure hygiène que la princesse sur le trône. Aujourd'hui, je vais te dire exactement ce qui se passait sous ces belles robes, ce qui rampait dans ces perruques élégantes, pourquoi les reines peignaient leurs dents en noir exprès et pourquoi la routine beauté d'une princesse consistait à s'asseoir dans une baignoire de sang humain pendant que des asticots mangeaient la graisse animale dans ses cheveux. Quand nous aurons terminé, tu comprendras pourquoi le traitement royal au Moyen-Âge signifiait que ton visage pouvait littéralement tomber. Et tout commence par ce qui se passait chaque matin quand une reine se réveillait. Le sucre est arrivé en Europe dans les années 1100 et il était plus cher que l'or. Seules les royautés pouvaient se le permettre. La reine Élisabeth Plein était accro. Elle mangeait des violettes sucrées au petit déjeuner, du gingembre confit entre les repas et quelque chose appelé marchpane, qui était essentiellement de la pâte de sucre pur pour le dessert. Voilà ce qui est arrivé à sa bouche. À 40 ans, ses dents étaient brunes. À 50 ans, elles étaient noires. À 60 ans, la plupart étaient tombées. Des visiteurs étrangers écrivaient que quand elle parlait, son haleine était si horrible qu'il devait se tenir à plusieurs pieds. Un visiteur allemand, Paul Hensner, a visité sa cour en 1997 et a décrit cela comme l'odeur d'un cheval pourri. Mais voici la partie folle. Cela est devenu à la mode. Les dames de la cour ont vu les dents noires de la reine et ont pensé « c'est ça la richesse ». Elles ont commencé à peindre leurs propres dents en noir pour l'imiter. Certaines utilisaient de la suie, d'autres un mélange de miel et de charbon qui faisait en réalité leur propre délabrement dentaire plus rapide. Imagine la scène. Un grand bal au château de Windsor, des centaines de nobles dansant, riant, chaque sourire montrant des rangées de dents peintes en noir exprès, l'odeur de décomposition se mêlant à des parfums lourds. Un visiteur italien a écrit chez lui disant « La cour anglaise sent comme un cimetière couvert de roses ». Et ce parfum, ce n'était pas juste pour le plaisir, c'était nécessaire car ce n'étaient pas les seules odeurs à couvrir. Nous devons parler de quelque chose que les historiens médiévaux évitent habituellement. Que se passait-il pendant cette période du mois? Les femmes royales devaient gérer leurs règles avec ce qui était disponible. Et ce qui était disponible était horrible. Elles utilisaient des chiffons, pas des serviettes propres et stériles, de vieilles bandes de lin qui étaient rincées dans de l'eau froide et réutilisées mois après mois, année après année, les mêmes tissus. Mais voici la partie vraiment choquante. Elle lavait souvent ses chiffons dans de l'urine. L'urine stagnante était la version médiévale du savon. Elle recueillait le contenu des pots de chambre, le laissait reposer jusqu'à ce qu'il se transforme en ammoniac, puis l'utilisait comme solution nettoyante. Donc, ces chiffons mensuels étaient lavés dans de vieilles urines, séchés, puis placés contre les parties les plus sensibles de leur corps. Le journal d'une princesse allemande de 1346 décrit l'odeur lors des rassemblements à la cour lorsque plusieurs dames avaient leurs règles. Elle est écrite: la grande salle se remplissait d'une telle odeur que le duc ordonna d'ouvrir toutes les fenêtres malgré le gel hivernal. Certaines femmes ont essayé d'autres options. Elles remplissaient des sachets en tissu de mousse, une mousse qui a en réalité des propriétés antibactériennes, mais elles ne le savaient pas. Elles savaient juste que cela absorbait le sang. La même mousse pouvait être utilisée pendant des mois, développant des bactéries jamais correctement nettoyées. Et souviens-toi, ces femmes ne se baignaient pas non plus pendant leurs règles. La médecine médiévale enseignait qu'en mettant une femme ayant ses règles dans l'eau, on pouvait lui bloquer le flux et la tuer. Donc pendant une semaine chaque mois, ces reines ajoutaient une autre couche de saleté à leur corps déjà non lavé, ce qui nous amène aux créatures qui faisaient leur maison sur ces corps non lavés.
Chaque reine, princesse et duchesse en Europe médiévale avait des poux. Pas peut-être, mais certainement. C'était si commun que le temps pour enlever les poux était intégré dans l'emploi du temps quotidien. Imagine cela. Chaque matin, les dames nobles s'asseyaient pendant que des serviteurs passaient à travers leurs cheveux avec des peignes spéciaux, enlevant les poux et les œufs. Ils les collectaient sur un tissu spécial, le tissu à poux, qui serait ensuite brûlé. Cela prenait des heures. Chaque jour, la reine Isabeau de Bavière a une fois eu une infestation si mauvaise qu'elle a dû se couper tous les cheveux. Le médecin de la cour a compté plus de 1000 poux dans juste une petite section avant d'abandonner. Mais voici ce qui rend cela encore pire. Certains pensaient que les poux n'apparaissaient que par la saleté. Ils croyaient que si on était assez sale, les poux apparaîtraient tout seuls de la peau. Donc, quand des femmes saintes comme Sainte Marguerite de Hongrie refusait de se laver les cheveux et était infestée de poux, elle le voyait comme une preuve de sa dévotion. Les poux étaient envoyés par Dieu pour la tester. Elle s'asseyait en prière tandis que les poux crôlaient sur son visage, pensant que chaque piqûre était une bénédiction. Les puces étaient encore pires que les poux. Les palais étaient infestés. Les sols couverts de joncs étaient des lieux de reproduction. Un compte-rendu de Hampton Court décrit le fait de voir le sol littéralement bouger à cause de tous les puces qui sautaient. Les femmes royales portaient des pièges à puces de petits tubes remplis de miel ou de sang qu'elles portaient sous leur robe pour attirer les puces loin de leur peau. Quand cela ne fonctionnait pas, elles avaient des serviteurs qui les suivaient avec des chiens spéciaux pour attraper les puces dont le but était d'attirer les insectes loin de leur maîtresse. Mais rien ne se comparait aux poux de corps. Ceux-ci vivaient dans les coutures des vêtements et sortaient pour se nourrir de sang. Comme les reines lavaient rarement leurs belles robes, certaines de ces robes coûtaient plus cher qu'une maison. Les poux avaient des maisons permanentes. Quand les scientifiques ont ouvert le tombeau de la reine Isabelle d'Aragon, ils ont trouvé sa robe d'enterrement encore pleine de poux endormis. 500 ans plus tard, ils étaient toujours là, attendant. Et si tu penses que c'est dégoûtant, attends d'entendre ce que ces femmes faisaient quand elles tombaient réellement malades. Quand les femmes royales tombaient malades, les traitements étaient pires que les maladies. Souffrir de maux de tête, le remède était d'appliquer une pâte de déjection d'oiseaux frais sur le front, pas sèche, pas transformée, fraîche, des excréments d'oiseaux chauds tenus contre la peau pendant des heures. La chaleur était censée extraire les esprits les malins. Problème de peau, baigne la zone touchée dans de l'urine de garçons vierges. Oui, spécifiquement de garçons vierges collectés frais chaque matin. Les ménages royaux employaient réellement de jeunes garçons dont le seul travail était de fournir de l'urine à des fins médicales. Mais les pires traitements étaient réservés aux problèmes de santé des femmes. La reine Catherine d'Aragon voulait désespérément avoir un fils. Le traitement, elle devait s'asseoir au-dessus d'un pot de déjection de chèvres en flammes. La fumée était censée réveiller son utérus. Elle a enduré cela pendant des heures, les fumées toxiques provoquant de graves brûlures chimiques dans ses parties les plus privées. Un autre traitement pour ne pas pouvoir avoir de bébé impliquait d'insérer des choses fabriquées à partir de crottins de crocodile mélangés à du miel, oui, du crottin de crocodile à l'intérieur du corps. Ce n'étaient pas des remèdes désespérés de paysans. Ceux-ci étaient prescrits par les meilleurs médecins d'Europe à des reines et des princesses. Quand le moment était venu pour l'accouchement, les choses devenaient encore pires. Les accouchements royaux étaient de grandes occasions d'État. Ils étaient aussi des pièges mortels. Quand une reine se mettait en travail, la chambre d'accouchement était préparée selon la tradition. Les fenêtres scellées, les portes verrouillées, la pièce maintenue aussi chaude que possible parce que l'air froid était censé nuire au bébé. Personne ne lavait ses mains, pas les sages-femmes, pas les médecins, pas même les femmes manipulant le nouveau-né. La reine Jane Seymour, la troisième femme d'Henri VIII, est morte 11 jours après avoir donné naissance. La cause, presque certainement une infection causée par des mains non lavées, introduisant des germes dans le canal de naissance. Ces médecins
étaient directement venus examiner des cadavres pour délivrer le futur roi. Ils ne savaient pas qu'ils mettaient la mort sur leurs doigts. Les instruments, si nécessaire, étaient au mieux essuyés sur un tissu. Les mêmes forceps utilisés sur une femme morte de la fièvre de l'accouchement pouvaient être utilisés sur la reine sans aucun nettoyage au-delà d'un rapide essuyage. Et si une reine survivait à l'accouchement mais développait plus tard la syphilis à cause de son mari infidèle, le remède était le mercure. Du mercure liquide frotté directement sur des plaies génitales. Le dicton disait « Une nuit avec Vénus, un lifetime avec Mercure ». Le mercure causait la chute des dents, la disparition des cheveux et finalement la folie. En parlant de cheveux, parlons de ceux qui vivaient dans ces magnifiques coiffures royales. Au XVIIe siècle, de nombreuses femmes royales avaient complètement abandonné leurs propres cheveux. Elles s'étaient rasé la tête et portaient de fausses perruques. On pourrait penser que ce serait plus propre, mais on aurait tort. Les perruques étaient faites de cheveux humains, souvent achetés à partir de cadavres ou de femmes désespérément pauvres. Elles étaient stylées avec de la graisse animale et de la pâte de farine pour maintenir leur forme. Cette combinaison de cheveux humains morts, de graisse animale et de taux de farine est devenue quelque chose d'horrifiant, un terrain de reproduction pour tout. Plusieurs témoignages décrivent des serviteurs trouvant des souris nichant dans les perruques stockées. Les perruques sur la tête des femmes devenaient des écosystèmes, des poux, des puces et parfois des asticots provenant de la graisse animale pourrie utilisée comme produit de coiffure. La perruque de la reine Christine de Suède était si infestée que lorsqu'elle l'a enlevée, lors d'une réunion du conseil, des témoins ont vu des flots de poux couler le long de son cuir chevelu rasé. Elle en riait, disant que les poux étaient des sujets qui restaient près de leur reine. Les perruques étaient rarement nettoyées car le lavage ruinait leur style raffiné. Au lieu de cela, elles étaient rafraîchies avec de la poudre, généralement de la farine mélangée à du plomb blanc. Donc tu avais de la graisse animale pourrie, des cheveux humains provenant de cadavres, des poisons au plomb et des colonies de bugs toutes assises sur la tête d'une reine. La perruque d'une duchesse française est devenue si infestée d'asticots à cause de la pâte pourrie que lorsqu'elle se penchait en avant au dîner, des asticots tombaient sur son assiette. Elle a simplement demandé à un serviteur de les repousser et a continué à manger. Ces perruques étaient portées continuellement pendant des mois. La nuit, elles étaient placées sur des supports à perruques où des rats venaient se nourrir de la graisse et de la farine. Le matin, la perruque était à nouveau poudrée et replacée sur la tête avec les déjections de rats et tout. Et sous ces perruques, les cuirs chevelus rasés étaient souvent couverts de lésions à cause de l'irritation et de l'infection constante. Mais cela était caché, couvert par ces belles et absolument révulsantes pièces capillaires. Cette combinaison de vanité et de saleté s'étendait à chaque aspect de leur routine de beauté. Certaines pratiques d'hygiène n'étaient pas seulement dégoûtantes, elles étaient littéralement mortelles. La routine de maquillage de la reine Elisabeth II l'a finalement tuée. Le saturnisme causé par des décennies de peinture blanche a entraîné une perte de mémoire, des douleurs abdominales et enfin la mort. Mais même alors qu'elle était en train de mourir, elle continuait à appliquer davantage de plomb pour couvrir les dommages que le plomb avait causés. Diane de Poitiers, maîtresse du roi français, allait encore plus loin. Elle buvait une solution de chlorure d'or quotidiennement car elle croyait que cela préservait la jeunesse. Lorsque son corps a été exhumé en 2009, les scientifiques ont trouvé des niveaux d'or 500 fois supérieurs à la normale. L'or avait détruit ses os de l'intérieur. Maria Gunning, comtesse de Coventry, est morte à 27 ans d'un empoisonnement cosmétique. Elle était tellement accro au maquillage blanc à base de plomb qu'elle continuait à l'appliquer même alors que son visage pourrissait. Vers la fin, les témoins ont déclaré que des morceaux de sa chair tombaient quand elle souriait. Pour obtenir ce front haut à la mode, les femmes enlevaient les cheveux à l'aide de mélanges de crottin de chat et de vinaigre. Quand cela n'agissait pas assez vite, elles utilisaient de la chaux vive, la même substance abrasive utilisée pour dissoudre les cadavres. Une dame d'honneur de la reine Anne de Danemark a écrit sur le fait d'observer le front de la reine Cloque épelée après un traitement à la chaux vive. La peau se détachait en feuilles. Pour des joues roses, elles utilisaient du vermillon de sulfure de mercure. Pour des yeux pétillants, elles mettaient de la belladonna directement dans leurs pupilles.
provoquant des hallucinations et parfois une cécité permanente. Ces femmes savaient que quelque chose n'allait pas. Elles pouvaient sentir leur peau brûler, voir leur visage se décomposer, mais elles continuaient à appliquer plus de poison pour couvrir les dommages causés par le poison d'hier. Et quand elles ne s'empoisonnaient pas avec des cosmétiques, elles s'empoisonnaient avec leurs vêtements. Les femmes royales portaient les mêmes sous-vêtements non lavés pendant des semaines. Seulement des semaines. Mais c'est pire que de porter des vêtements sales. Les corsets n'étaient jamais lavés. Ils ne pouvaient pas l'être. Les matériaux seraient ruinés. Donc, année après année, le même corset absorbait la sueur, les cellules de peau et les huiles corporelles. Il devenait jaune, puis brun, puis noir dans les zones de contact les plus fréquentes. Un inventaire de la garde-robe de Marie, reine d'Écosse, décrit des corsets tellement dégradés qu'ils devaient être brûlés parce que l'odeur ne pouvait même pas être retirée par les plus forts parfums. Les robes extérieures étaient encore pires. Ces robes élégantes, valant plus que la plupart des maisons, n'étaient presque jamais nettoyées. Au lieu de cela, elles étaient rafraîchies avec des parfums et de la fumée. Les serviteurs les suspendaient près des feux, brûlant des herbes aromatiques, espérant que la fumée couvrirait la puanteur d'années de sueur. Certaines robes étaient portées si longtemps qu'elles commençaient à pourrir tout en étant encore portée. La combinaison de sueur, d'huile corporelle et de l'absence de nettoyage faisait littéralement tomber le tissu en morceaux. Il y a des récits de robes en soie se déchirant pendant des fonctions à la cour car le matériau s'était pourri. Mais la pratique vestimentaire la plus choquante concernait des vêtements empoisonnés. Les femmes royales recevaient parfois des cadeaux de belles robes de rivales. Ces robes étaient portées sans lavage. Après tout, qui lave une nouvelle robe? Mais certaines étaient empoisonnées. Le tissu était trempé dans des solutions de mercure ou d'arsenic, puis séché. Au fur et à mesure que la porteuse transpirait, le poison serait absorbé par la peau. La victime tomberait malade et mourrait sur plusieurs semaines, sans jamais savoir que sa belle nouvelle robe la tuait. Cela devenait si courant que certaines reines employaient des testeurs de vêtements, des serviteurs qui portaient d'abord de nouveaux vêtements pour s'assurer qu'ils n'étaient pas mortels. Et où tous ces nobles non lavés, potentiellement empoisonnés, allaient-ils pour socialiser dans des espaces qui étaient tout aussi sales que le palais de Versailles? Le sommet du luxe européen était aussi le sommet de la saleté. Lors de grands bals avec des milliers d'invités et des installations limitées, les dames élégantes se soulageaient dans les escaliers derrière des rideaux dans des coins de pièces dorées. Un récit décrit avoir trouvé des déchets humains derrière une tapisserie dans les propres appartements de la reine, laissés par une duchesse qui n'avait pas pu atteindre un pot de chambre à temps. L'odeur était masquée par du parfum, de l'encens et des herbes éparpillées. Mais sous les roses et la lavande se trouvait l'odeur de déchets humains qui n'avaient nulle part où aller. Les pots de chambre, même ceux en or utilisés par les reines, n'étaient pas toujours vidés immédiatement. En hiver, lorsque vider signifiait aller dehors, les pots pouvaient rester plusieurs jours. L'odeur d'ammoniac brûlait les yeux des visiteurs. Un visiteur russe a écrit qu'il pouvait sentir le palais d'1 mille à la ronde. Une combinaison de milliers de corps non lavés, il y a de nourriture pourrie, de déchets humains et de laisser désespérer de tout recouvrir avec du parfum. Les sols étaient couverts de nattes de jonc qui étaient changées peut-être une fois par saison. Elles absorbaient tout qui était du vin renversé, de la nourriture, du sang, de l'urine, des vomissements. Elles devenaient des terrains de reproduction pour les rats et les insectes. Pourtant, les reines, dans leurs plus belles robes, traversaient ces mêmes sols, traînant leur train dans la saleté. Même les salles du trône n'étaient pas sacrées. Il existe plusieurs récits de nobles utilisant les toilettes derrière le trône lors des sessions de cour trop longues. Le roi Yaselarimo, la reine, s'asseyait pendant des heures, prétendant ne pas remarquer l'odeur, tandis que les courtisans tenaient des mouchoirs parfumés devant leur nez. Et au milieu de toute cette saleté, il y avait ceux qui allaient encore plus loin, qui transformaient la saleté en une vertu religieuse.
Certaines femmes royales prenaient la saleté à des extrêmes sacrés. La reine Isabeau de Castille n'évitait pas seulement les bains par commodité, elle croyait que la saleté la rapprochait de Dieu. Pendant le siège de Grenade, elle a promis de ne pas changer ses sous-vêtements jusqu'à ce que la ville soit tombée. Le siège a duré 8 mois. Lorsque Grenade a finalement capitulé, sa chemise était devenue noire et devait être coupée de son corps. Certaines parties s'étaient fusionnées avec sa peau à cause de la sueur et de la saleté accumulée. Elle considérait cela comme une réussite religieuse. Sainte Élisabeth de Hongrie, née princesse, alla encore plus loin. Après la mort de son mari, elle a refusé tout un hygiène comme punition. Elle dormait dans ses propres excréments. Elle accueillait la maladie comme une bénédiction de Dieu. Quand des serviteurs essayaient de la nettoyer, elle les repoussait, prétendant qu'ils essayaient de voler son chemin vers le ciel. Sainte Marguerite de Hongrie voyait son infestation de poux comme un don divin. Elle s'asseyait en prière, tandis que des poux crawlaient sur son visage, considérant chaque morsure comme une bénédiction de Dieu. Lorsqu'on lui proposait un traitement, elle refusait, disant que les poux étaient ses petites martyrs. Ces pratiques n'étaient pas considérées comme des crises mentales, elles étaient célébrées comme une dévotion religieuse. D'autres femmes nobles essaieraient de les imiter, cultivant délibérément la saleté comme signe de foi. Et puis, il y avait celles dont les pratiques d'hygiène franchissaient la ligne de l'écœurant. Oh, véritablement horrible! Elisabeth Báthory, la comtesse sanguinaire de Hongrie. Les histoires disent qu'elle a tué plus de 600 jeunes femmes et s'est baignée dans leur sang pour préserver sa jeunesse. Pense à la réalité pratique un instant. Le sang humain coagule et en minutes, il devient brun, il pue. Quiconque se baignant réellement dans du sang serait assis dans une baignoire de matière pourrie et coagulée qui s'accumulerait sur la peau en couches épaisses et malodorantes. Les témoignages de cour décrivent des serviteurs devant gratter le sang coagulé du corps de la comtesse avec des outils spéciaux. L'odeur dans sa chambre de bain était si écrasante que les serviteurs vomissaient en s'occupant d'elle. Le sang attirerait les mouches et les vermines. Il pourrissait en quelques heures dans les chambres de bain chaudes. Pourtant, Báthory aurait continué cette pratique pendant des années, assise dans des baignoires de sang pourri, convaincue que cela la rendait belle, que chaque détail soit vrai ou non. Le fait que les gens croyaient que c'était possible te dit tout sur l'hygiène médiévale. L'idée de se baigner dans le sang n'était pas vue comme impossible, c'était considéré comme extrême mais compréhensible. Après tout, si les reines se baignaient déjà dans du lait qu'elles donnaient ensuite à boire aux pauvres, se peignant le visage avec du plomb jusqu'à ce que la peau tombe et s'asseyant au-dessus de déjections brûlantes pour la fertilité, se baigner dans le sang était-il vraiment si horrible que ça? Laisse-moi te dessiner une dernière image d'une journée typique dans la vie d'une reine médiévale. Elle se réveille dans des draps qui n'ont pas été changés depuis des mois, grouillant de punaises de lit et de puces. Son corps n'a pas vu d'eau depuis des semaines, peut-être des mois. Elle se soulage dans un pot de chambre en or qui pourrait ne pas être vidé pendant des jours. Ces dames arrivent d'être pour l'habiller. D'abord, la chemise qu'elle porte depuis 2 semaines, raide de sueur et tachée de sang mensuel lavé dans l'urine. Puis le corset qui n'a jamais été nettoyé, noir de saleté accumulée. Puis les couches de robe infestées de poux et de puces. Son visage est peint avec du plomb, une nouvelle couche pour couvrir le poison d'hier. Ses dents sont noires de décomposition, son haleine horrible. Sa perruque élégante, stylée avec de la graisse animale et grouillante de bugs, est placée sur son cuir chevelu rasé, couvert de plaies. Elle passe sa journée dans des pièces où les gens utilisent les toilettes dans les coins où les sols grouillent bien de puces, où l'air est épais de parfums essayant de masquer l'odeur de centaines de corps non lavés. Quand la maladie frappe, elle est traitée avec des cataplasmes de merde et des frictions au mercure. Quand elle accouche, c'est avec des mains non lavées atteignant l'intérieur d'elle. Quand elle développe des lésions dues au maquillage au plomb, elle les couvre de plus de plomb. C'était la vie des femmes les plus riches et puissantes d'Europe. Elles avaient accès à de l'eau propre, à du savon, à des vêtements frais. Elles avaient des armées de serviteurs, elles auraient pu être propres. Elles ont choisi de ne pas l'être. Elles ont choisi la superstition plutôt que la propreté, la mode plutôt que la santé, l'apparence plutôt que la réalité. Elles préféraient littéralement la mort à la propreté. La reine Elisabeth Poemia est morte avec son visage pourri
par le plomb. La reine Jane Seymour est morte d'un accouchement infecté. D'innombrables reines sont mortes des traitements au mercure pour la syphilis. Elles sont mortes jeunes, elles sont mortes douloureusement et elles sont mortes sales. L'âge d'or de la royauté européenne était en réalité l'âge de l'or recouvrant la pourriture, des bijoux décorant la maladie, des couronnes reposant sur des têtes infestées de poux. La prochaine fois que tu vois un portrait d'une reine médiévale dans tout son ornement, souviens-toi de ce que ses peintures ne montrent pas. Souviens-toi de ce qui rampait sous ses robes, pourrissait derrière ce maquillage et s'infectait sous ses bijoux. Le passé n'était pas seulement différent, il était dégoûtant. Et ces reines, ces exemples de beauté et de pouvoir féminin étaient certaines des êtres humains les plus sales qui aient jamais vécu. Pas parce qu'elles devaient l'être, mais parce qu'elles ont choisi de l'être. Et quelque part dans un palais, une autre noble dame se peint les dents en noir pour ressembler davantage à une reine, sans jamais se demander pourquoi copier la décomposition est devenu le summum de la mode.